Il au 02-05 allié 1945. Berlin est en ruine et habité par des soldats de l'armée rouge. Sous le jardin de la chancellerie du Reich, le bunker du Führer se dresse silencieux, tel un tombeau de béton en fumée, moite et embaumé par le schnapps. Le commando SS Begleit, qui protégeait Adolf Hitler, a disparu dispersé au milieu du chaos qui régnait dans la ville. Pourtant, 3 mystères persistent. Dans quelle direction ont-ils fui? Qu'est-il advenu de ceux qui ont assisté aux derniers instants du dictateur? Et comment disparaît-on si près du centre d'un pouvoir implacable? Le SS Begleit, commando der Führer, aussi connu sous le nom de commandement d'escorte du Führer, fut créé en 1932. Initialement composée de 8 hommes, elle s'agrandit pendant la guerre, composée d'hommes sélectionnés pour leur loyauté absolue. Loin d'être des soldats traditionnels, ils formaient une barrière protectrice humaine. Vivant et travaillant aux côtés d'Hitler dans chaque poste de commandement et à chaque voyage, ils étaient ses ombres constantes. Dans ces derniers instants, ils furent de témoins de tout, mais sans parler à personne. 30 gardes restants, sous le commandement du SS Obersturmbannführer Franz Schadler, un outilleur originaire du Bade-Wurtemberg qui avait servi l'unité pendant 13 ans depuis sa création, protégèrent le régime déchu dans les derniers instants. À l'approche de la fin, le 28 avril 1945, sous les bombardements nourris précédant l'attaque soviétique, Schadler fut blessé par un éclat d'obusier de 152 mm, provoquant une grave fracture à la jambe qui ne put guérir en raison de l'humidité et de l'insalubrité du bunker. Durant les 72 dernières heures du Troisième Reich, Werner Haas, l'un des médecins d'Hitler, tenta de soigner la blessure de Schadler, mais celui-ci resta gravement handicapé. Il peina à se déplacer avec des béquilles artisanales pendant les jours qui suivirent. Alors que les 10 groupes de secours se préparaient à se rassembler le soir du 1er mai, il devint évident pour tous, y compris Schadler lui-même, que la marche exténuante à travers des kilomètres de décombres et les lignes ennemies lui était impossible. Il donna ses derniers ordres à ses subordonnés, rejoignit un groupe de secours et tenta de rejoindre l'Ouest. Il eut une dernière conversation avec son adjudant, l'Oberscharführer Klaus Wagner, avant de se séparer. Cependant, Franz Schadler, dernier commandant de la garde personnelle d'Hitler, choisit de ne pas se joindre à l'exode. Il se mit le pistolet sur la tempe et mit fin à ses jours. Son corps fut retrouvé parmi ceux retrouvés à la chancellerie par les soviétiques quelques jours plus tard, sa fin n'étant qu'une anecdote dans le récit plus vaste. Tout le monde ne choisit pas la mort. Rokasmich était l'opérateur téléphonique et protecteur du bunker, membre du commando Begleit depuis 1940. Artiste d'origine, il fut blessé en Pologne en 1939, ce qui entraîna sa réaffectation au cabinet d'Hitler. Dans le bunker, il opérait le Standard Air, un petit espace proche du bureau d'Hitler, reliant le dirigeant à un monde en déclin. Il facilitait les derniers appels urgents à des généraux tels que Wilhelm Keitel et Alfred Jodl. Il entendit Hitler dicter ses dernières de volonté et son testament politique à sa secrétaire Traud Jung. Il vit Magda Goebbels, vêtue de noir, s'approcher du Standard le 1er mai pour un dernier appel, avant de retourner dans les quartiers de ses enfants avec des capsules de cyanure. Il fut parmi les premiers à entrer dans la pièce après le suicide d'Hitler et d'Eva Braun. Le 2 mai, vers 4 heures du matin, alors que les forces soviétiques avaient fait irruption dans la chancellerie du Reich, Mich reçut un appel du chef mécanicien Johannes Henschel. Les derniers survivants du bunker se rendirent, tout partirent. Mich rassembla à la hâte des lettres de son épouse, récupéra quelques bouteilles de vin et sortit du bunker, faisant partie des 3 derniers à partir. Tentant de traverser les tunnels du métro, il les trouva inondés et obstrués. En émergeant près de la gare Stettner, il fut aussitôt appréhendé par 2 soldats de l'armée rouge. Ainsi commença sa descente aux enfers. Pendant les 9 années qui suivirent, Rokasmich devint une figure emblématique du système pénitentiaire soviétique. Il fut transporté à la tristement célèbre prison Loubianka de Moscou, un édifice néoclassique de 7 étages, au passé sinistrement tristement célèbre. Là, il fut soumis à un interrogatoire prolongé par des agents du NKVD. Ceux-ci étaient sceptiques quant à son récit. Ils exhibèrent des photos d'un prétendu sosie d'Hitler et insistèrent pour savoir où le véritable Führer avait disparu. En tant que détenu numéro 27 dans un secteur spécifique pour les prisonniers allemands de valeur, il était détenu aux côtés de Heinzling et Ernst Bauer. Après plusieurs mois à Moscou, il fut condamné à 25 ans de travaux forcés et transféré dans différents goulags. Il passa son temps au sein du réseau de camps de Karaganda, au Kazakhstan, où des prisonniers menaient des travaux miniers et des chantiers de construction rigoureux, sous des températures parfois descendant jusqu'à
40 de guerre décernant. Il endura malnutrition, maladie et la cruauté des gardiens pendant son séjour. Si vous appréciez les dossiers de V2 détaillés et l'histoire d'après-guerre comme celle-ci, pensez à vous abonner. C'est un excellent moyen de soutenir nos efforts. Poursuivons maintenant notre récit. En 1954, après la visite du chancelier Konrad Adenauer à Moscou pour discuter de la libération des derniers prisonniers de guerre allemands, Ruckus Mich fut enfin libéré. À son retour, il s'installa dans le quartier berlinois de Rudow sous juridiction américaine. Il réussit à obtenir un prêt et à racheter une petite entreprise, ce qui lui permit de vivre pendant les 50 années suivantes comme peintre et décorateur. Pendant des décennies, il vécut dans l'anonymat dans une banlieue paisible, son passé étant connu uniquement de sa famille. Il est décédé à Berlin le 5 septembre 2013 à l'âge de 96 ans. Le seul survivant fut Heinz Linge, valet personnel de Hitler depuis 1935, ancien maçon de Brême. Linge gérait l'emploi du temps quotidien de Hitler. Il le réveillait, choisissait ses vêtements, lui transmettait les communications et lui fournissait ses repas. Il faisait partie des rares privilégiés bénéficiant d'un accès régulier et sans entrave. Le 30 avril 1945, après le déjeuner, Hitler s'entretint avec Linge et Otto Gunche, lui donnant ses dernières directives concernant l'élimination de leurs corps, ainsi que de ceux d'Eva Braun. Linge était l'un des 2 seuls hommes postés devant la porte du bureau. Entendant un coup de feu vers 15h30, Linge attendit 10 minutes avant d'entrer dans la pièce avec Martin Bormann. Il aperçut Hitler affalé sur le canapé, un pistolet Walter PPK à côté de lui. Une tache de sang de la taille d'une tasse de thé était visible sur le tapis. Linge recouvrit le corps d'Hitler d'une couverture militaire grise et, avec l'aide de 3 autres gardes SS, transporta le corps de 60 kilos sur 4 volets d'escaliers en béton jusqu'à la sortie du jardin de la chancellerie. Le feu d'artillerie soviétique était incessant, les obligeant à attendre un moment avant d'enterrer le corps dans un fossé peu profond. Il observa les éclaboussures de carburant sur les restes et fit un dernier salut nazi avant de redescendre sous terre. Linge participa à une tentative d'évasion dans la nuit du 1er mai, à la tête d'un groupe de plusieurs centaines de personnes, dirigé par le Brigadeführer SS Wilhelm Münchke. Leur objectif était de traverser le pont de Weidendammer et de se frayer un chemin vers le nord-ouest pour rejoindre le groupe d'armées allemand du général Felix Steiner. Le plan était illusoire, l'armée de Steiner avait été détruite plusieurs jours auparavant. La traversée était un piège mortel, car les mitrailleuses lourdes et les canons anti-chars soviétiques balayèrent le pont. Nombreux furent ceux qui furent tués ou blessés dans les premières minutes. Linge fut capturé près de l'hôpital de la Charité le 2 mai. Comme Mich, il fut transporté à Moscou. Les soviétiques connaissaient son identité. Pendant une décennie, il a été détenu par le MVD, passant du temps en isolement à la Loubianka et à la prison centrale de Vladimir. Otto Gunschau, adjudant personnel d'Hitler, joua un rôle clé dans l'opération Mythe, une enquête secrète orchestrée par Staline pour authentifier les détails de la mort d'Hitler. Linge et Gunschau furent détenus ensemble et contraints de raconter à maintes reprises leurs expériences, chaque détail étant méticuleusement extrait de leurs souvenirs. Le résultat final fut un rapport de 413 pages, réuni en un seul exemplaire, remis à Staline en décembre 1949. Il purgea une peine de 25 ans et fut libéré le 22 septembre 1955. À sa libération, il trouva un emploi de commis à la Delfter House Company de Hambourg, une entreprise spécialisée dans les maisons préfabriquées. Il est décédé à Hambourg le 9 mars 1991 à l'âge de 66 ans. L'homme qui montait la garde devant cette porte était le SS Sturmbannführer Otto Gunschau, une silhouette imposante de 6 pieds, 6 pouces, qui avait rejoint la Liebstandarte à l'âge de 17 ans et avait été choisi pour l'unité de garde du corps d'Hitler en 1936. C'est à Gunschau qu'Hitler a adressé sa directive finale et explicite. Son corps fut entièrement brûlé. Gunschau veilla sur le bûcher pendant environ 3 heures, de 16h à 18h30 environ. Il ordonna à d'autres SS d'apporter des bidons d'essence supplémentaires pour entretenir le feu. Il accompagna le même groupe d'évadés que Linga et Munka. Après l'échec de la traversée du pont, son petit groupe franchit avec succès les lignes soviétiques et se cacha dans le grenier d'un immeuble détruit de la Schönhauser Allee. Le 2 mai, le bâtiment fut encerclé et il fut fait prisonnier. Lui aussi fut transporté par avion à Moscou, considéré par Smirch comme un prisonnier précieux. Il passa les 11 années suivantes dans les prisons et les camps de travail soviétiques. Ses interrogatoires furent encore plus rigoureux que ceux de Linga. En tant qu'adjudant militaire, les soviétiques le croyaient détenir des secrets opérationnels cruciaux. Contrairement à Linga, il fut la principale source de l'opération Mythe, sa mémoire photographique fournissant des informations cruciales sur la configuration et le personnel du bunker. Il fut détenu à Moscou, puis transféré dans un camp spécialisé pour officiers supérieurs allemands à Vladimir.
À partir de 1956, les Soviétiques, puis les Allemands de l'Est, tentèrent de l'utiliser comme agent de propagande pour la République démocratique allemande, mais il rejeta systématiquement leurs offres. Après sa libération de prison soviétique en mai 1956, il fut remis aux autorités est-allemandes et incarcéré à la prison de Botzen pendant 2 ans supplémentaires. Il parvint finalement à rejoindre l'Ouest en 1958 et s'installa près de Cologne. Fort de ses relations avec d'anciens associés, il devint directeur de l'entreprise pharmaceutique Reneg. Il révélait rarement son passé. Lorsque l'historien britannique David Irving le retrouva dans les années 1970, Gunsche refusa de fournir des récits détaillés, exprimant son désir de solitude au milieu de ses cauchemars. Il succomba à une crise cardiaque le 2 octobre 2003 à l'âge de 86 ans. Il est à noter que la personne qui avait fourni le carburant pour sa crémation était Erich Kempke, principal chauffeur d'Hitler à partir de 1934. Le 30 avril 1945, Kempke reçoit la demande urgente de Gunsche pour 200 litres d'essence. Dans une ville où un litre valait plus cher que l'or, Kempke et ses camarades se précipitèrent vers les garages de la chancellerie. Ils aperçurent de plusieurs épaves de voitures et utilisèrent des pompes à main pour vider le carburant, amassant environ 180 litres. Lui-même transporta 10 bidons jusqu'à la sortie du bunker côté jardin. Il resta là, témoin du brasier. Kempke fit également partie d'une équipe d'évasion la nuit du 1er mai. Il réussit à traverser le pont de Weidendamer, mais fut blessé par un éclat d'obus et perdit temporairement la vue. Séparé de son groupe, il erra dans les décombres de Berlin pendant des jours avant de rencontrer une jeune hitlérienne de 17 ans qui lui servit de guide. Contrairement à d'autres, son exode le mena vers l'ouest, un périple de plus de 480 km à pied et en se cachant dans des convois de réfugiés. Le 20 juin 1945, il fut appréhendé par les troupes américaines de la 101e division aéroportée près de Berchtesgaden. Depuis qu'il est tombé aux mains des Occidentaux, son histoire a été révélée plus rapidement. Il témoigna lors des interrogatoires menés par les Américains et les Britanniques, et ses déclarations jouèrent un rôle crucial au procès de Nuremberg. Sa déclaration sous serment, signée le 19 septembre 1945, contribua à confirmer officiellement la mort d'Hitler, démentant les affirmations soviétiques selon lesquelles il aurait fui. Il passa du temps dans divers centres de détention jusqu'à sa libération le 9 octobre 1947. Après sa libération, il vécut une vie paisible en Bavière, travaillant brièvement comme mécanicien. Son dernier jour fut le 24 janvier 1975 à Fribourg-en-Brisgau. En revanche, l'histoire de Hans Bauer se déroula différemment. Depuis 1932, il était le pilote personnel d'Hitler. Dans le bunker, il élabora un plan d'évasion en désespoir de cause. Il informa Hitler qu'un avion de reconnaissance Fieseler Storch était stationné à la porte de Brandebourg, prêt à décoller de l'axe routier est-ouest endommagé. Hitler déclina, affirmant à Bauer que la guerre se gagnerait ou se perdrait à Berlin. Le 1er mai, Bauer et Martin Bormann tentèrent de s'échapper. Ils furent touchés par un obus de char soviétique près du pont de Weidendamer. Bauer subit de graves blessures et fut capturé, marquant le début de ses tourments. La gangrène infecta ses blessures. Dans un centre de détention pour prisonniers de guerre à Poznan, sa jambe droite fut amputée sans anesthésie à l'aide d'un couteau de poche sous le genou. Il fut transféré à Moscou pour interrogatoire, les soviétiques d'aller le croyant avoir mis Hitler en sécurité. Soumis à la torture sans aucune information compromettante, il endura 10 ans d'emprisonnement dans les prisons soviétiques, dont 9 mois en isolement à Moscou. Il fut libéré le 10 octobre 1955 en vertu du même accord que celui qui avait libéré Linge et Mich. De retour en Allemagne de l'Ouest, il rédigea son autobiographie affirmant son rôle de pilote d'Hitler. Il mourut à Herrsching en Bavière le 17 février 1993. Ces hommes formèrent le cercle intime d'Hitler. Leur survie dépendait souvent du hasard. Bruno Geischer, le commandant de longue date de l'unité, était un Alterkämpfer ou vieux combattant depuis la création du parti nazi. Bien que miné par un alcoolisme chronique, il bénéficiait des faveurs d'Hitler. En décembre 1944, une dispute sous l'emprise de l'alcool avec un autre officier poussa Geischer à dégainer, ce qui entraîna sa rétrogradation et son affectation à la tristement célèbre unité pénitentiaire SS de Dirlewanger sur le front de l'Est. Capturé par les Américains en 1945, il passa 2 ans dans un camp de prisonniers de guerre. Son alcoolisme prolongea sa vie. Sans sa révocation, il aurait péri à Berlin. De même, Fritz Dargès, adjudant SS, fut lui aussi révoqué dans des circonstances inhabituelles. Lors d'une réunion stratégique à la Tanière du Loup, en Prusse orientale, le 18 juillet 1944, une mouche dérangea une table à cartes. À plusieurs reprises, on lui ordonna de la retirer. Darge suggéra que, s'agissant d'une nuisance aérienne, elle relevait de la compétence de l'adjudant de la Luftwaffe.
Furieux, Hitler le licencia immédiatement. Affecté à la 5e division Panzer SS de Wiking, il fut ensuite capturé par les soviétiques et libéré en 1949. Après avoir travaillé pour le constructeur automobile Opel, son acte de désobéissance envers un insecte prolongea sa vie à 96 ans. Après la guerre, le bunker où résidait le Führer fut scellé par les troupes soviétiques. Lors d'une tentative de destruction en 1947, 2 charges explosives furent utilisées, mais la structure massive en béton armé resta quasiment immobile. Les bâtiments superficiels de la chancellerie furent démolis entre 1949 et 1950. Le marbre rouge servit à la construction du mémorial soviétique et du parc de Treptow. Sous le couloir de la mort du mur de Berlin, le bunker gisait dans l'oubli. À la fin des années 1980, lors d'un projet de construction de logements en Allemagne de l'Est, le site fut creusé et comblé de béton et de sable. Après la réunification allemande en 1990, les activités de construction connurent un essor considérable dans le quartier. Pendant des années, la seule indication fut un parking non identifié. Finalement, en 2006, un petit panneau d'information fut installé à l'angle de Linden Ministergarten et de la Gertrud Kolmarstrasse. Un schéma illustre l'agencement du bunker, suivi d'un texte. Chaque jour, d'innombrables personnes le croisent. Les restes d'Hitler, de la famille Goebbels et du général Hans Krebs furent exhumés et réinhumés à plusieurs reprises dans divers lieux d'Allemagne de l'Est par un Smersch. Leur dernière demeure se trouvait dans un Smersch situé à Magdebourg. En 1970, alors que le site était sur le point d'être transféré au gouvernement est-allemand, le directeur du KGB, Yuri Andropov, ordonna la destruction des restes pour éviter qu'ils ne deviennent un sanctuaire. Le 4 avril 1970, une équipe soviétique exhuma 5 caisses en bois, incinéra leur contenu et dispersa les cendres dans la rivière Biederitz. Les gardes du bunker devinrent des silhouettes fantomatiques, leurs récits s'évanouissant comme des cendres. Rokasmich, qui menait une vie paisible à Berlin-Ouest, visita un jour les lieux. Il contempla ce terrain insignifiant, les immeubles d'habitation et les enfants qui jouaient à proximité. Tout ce qu'il a dit, c'était un cercueil en béton.